Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Santé Plus. Bonjour Bernard. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui d'alimentation santé avec vous. Bonjour Nathalie Negro, vous Bonjour. êtes responsable du centre nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains. Une station thermale. Ouais. Bonjour, je voudrais d'abord commencer par une question d'ordre général concernant l'obésité. Plus particulièrement en France, on a l'impression, enfin les chiffres le disent, il y a de plus en plus de cas d'obésité. Est-ce que vous le ressentez également dans votre métier ? Alors donc, à l'heure actuelle, il y a effectivement entre 15 et 17% de personnes obèses et environ 35 à 39% de personnes qui sont en surpoids. Nous, au terme de Brides, nous recevons principalement des personnes qui sont en obésité. Les proportions restent toujours à peu près les mêmes d'année en année, c'est-à-dire qu'on a un quart de personnes plutôt en surpoids et le reste des personnes qui viennent en obésité. Et quels sont les traitements que vous proposez ? C'est une cure thermale, ça veut dire que ce sont des personnes qui viennent donc pendant 3 semaines. C'est un séjour qui est encadré par la Sécurité sociale et les personnes donc bénéficient de soins thermaux, c'est-à-dire des soins qui sont à base d'eau thermale et qui associent des actes donc faits par des kinés, ce sont des massages sous infusion d'eau thermale, ou par des hydrothérapeutes. Dans ce cas-là, ce sont des douches au jet qui vont avoir une action de percussion et circulatoire, ou encore des bains avec des jets d'eau, des jets d'air également, et des activités également de mobilisation en piscine. Et vous changez aussi, enfin vous essayez de faire changer à ces personnes qui viennent en cure leur alimentation pour qu'elles aient une alimentation meilleure pour la santé, qu'elles puissent en tout cas ne plus grossir, voire maigrir, et pour éviter les risques associés. Comment vous faites pour changer cette alimentation ? Alors effectivement, on profite du fait que les personnes sont là pour 3 semaines en dehors de leur cadre habituel pour les aider à se poser en fait les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi j'ai grossi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les problématiques qui sont à l'origine de ma prise de poids sont toujours les mêmes maintenant et qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer mes habitudes au quotidien et surtout sur le long terme. Et pour ça, on leur propose donc de façon individuelle des entretiens avec les diététiciennes du centre nutritionnel pour se poser justement toutes ces questions et puis explorer un petit peu tous les outils qui sont à leur disposition. On leur propose également des ateliers de cuisine pour leur apprendre donc, à cuisiner de façon saine, équilibrée, mais en même temps qui soit facile, parce que très souvent on a l'impression que de manger équilibré, ça va prendre énormément de temps et que ce n'est pas possible à faire au quotidien, alors qu'en réalité si. Et puis on leur propose également des conférences, donc on a 17 thèmes différents autour de la nutrition, de l'activité physique, de la gestion des émotions, à la fois pour combattre les idées reçues, et Dieu sait s'il y en a dans le domaine de la nutrition, et également pour les aider en fait à ouvrir un petit peu leur connaissance en termes de nutrition et trouver là aussi des solutions pour le quotidien. Quelles sont les principales idées reçues ? Ou alors, les principales idées reçues, il y en a tellement. On va avoir par exemple des personnes qui pensent que moins on mange et plus on maigrit. Ça paraît logique ? Et oui, mais en réalité non, c'est pas aussi simple que ça parce qu'on a tout ce que l'on appelle un métabolisme de base, c'est-à-dire une dépense d'énergie incompressible au repos et qui est celle que dont le corps a besoin pour faire fonctionner tous les organes vitaux. Et cette dépense d'énergie vitale, elle représente grosso modo 60 à 70% de nos dépenses d'énergie au global sur une journée. Et si on mange moins que ce que ce corps dépense de façon vitale, eh bien en fait on va les puiser dans la masse musculaire. Donc dans un premier temps, la personne aura l'impression... Pas dans la graisse ? Et non. Parce que justement, le corps va avoir besoin de faire en fait de la néoglucogénèse, c'est-à-dire fabriquer du sucre à partir des autres nutriments. Et en l'occurrence, il va utiliser les protéines des muscles. Donc dans un premier temps, la personne va avoir l'impression de maigrir, et c'est vrai, elle va perdre du poids, mais en fait, au lieu de perdre de la graisse, elle va perdre du muscle. Et donc elle affaiblit ses dépenses d'énergie, et ça fait le lit après du yo-yo. Donc ça, c'est vraiment la plus grande des idées reçues que l'on a. Outre, enfin, effectivement, changer son alimentation, vous préconisez également de faire du sport. Et le fait d'avoir plus de muscles, ça permet de dépenser effectivement plus au repos que quelqu'un qui a une proportion de graisse plus élevée. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Le fait d'avoir suffisamment de musculature permet d'augmenter les dépenses d'énergie au repos. Et puis, surtout, quand on maigrit, on perd toujours à la fois de la masse grasse et du muscle. Et le fait de faire une activité physique tout en faisant attention à son alimentation va permettre de limiter cette perte de masse musculaire.
Et ça, c'est important déjà pour garder la forme, de bonnes défenses immunitaires aussi, et pour envisager une stabilisation du poids ensuite à long terme, parce que ça préservera les dépenses d'énergie. Alors, il n'y a pas un régime dans lequel on peut perdre que la graisse? Et non, ça n'existe pas. Mais par contre, le fait de bien équilibrer son alimentation, ça permet justement de ne pas perdre trop de masse grasse. Ce qu'il ne faudrait pas, et ça aussi, c'est l'une des idées reçues justement, ça va être supprimer une famille d'aliments. En se disant, tiens, si j'ai trop de masse grasse dans le corps, ça veut dire qu'il faut que j'enlève les graisses de mon alimentation. Et en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le fait de manger trop de calories d'une façon générale, qu'elles soient d'origine protéique, glucidique, lipidique, alcoolique, peu importe, tout à fait. Ça va faire qu'on va stocker effectivement sous forme de masse grasse. Mais ce n'est pas forcément le fait de manger de la matière grasse qui fait qu'on va prendre de la masse grasse. Et vous travaillez, il me semble, avec le docteur Jean-Michel Le Cerf, qui est à Lille, à l'Institut Pasteur de Lille. Comment vous travaillez de concert avec cet endocrinologue et spécialiste nutrition, vous, nutritionniste, et les autres de la cure thermale, et ce médecin-là? Alors, le service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille est notre conseiller scientifique depuis 2008. Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Et l'objectif, c'est à la fois que le service nutrition, avec le docteur Jean-Michel Le Cerf, intervienne auprès des différents professionnels de bride et également auprès du grand public. Donc, il intervient 3 fois par saison, à la fois pour former mon équipe sur des thèmes qu'on définit chaque année à l'avance. Il fait également des sensibilisations auprès des hôteliers et puis également auprès des médecins thermaux. Et on choisit aussi 3 thèmes de conférences pour le grand public, donc il fait à l'occasion de ses venues. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on fait ensemble. À chaque fois que l'on crée de nouvelles conférences, je lui envoie pour qu'il puisse valider le fond scientifique. Et on a fait également des études cliniques avec le service nutrition, puisqu'ils ont un service de recherche clinique, et notamment pour voir l'efficacité de notre programme d'éducation thérapeutique, donc ce qu'on appelle de l'ETP, un programme qui est validé par l'ARS. En plus de la cure. Tout à fait, et qui est destiné donc justement à aider les personnes à changer leurs habitudes au quotidien. Et avez-vous défini un profil psychologique des personnes qui sont en surpoids ou obèses? Alors, il y a énormément de facteurs psychologiques qui entrent en compte dans la prise de poids. On sait par exemple que dans la population des personnes en excès de poids, il y a davantage de personnes qui souffrent de dépression. Après, ce qui est difficile à savoir, c'est si c'est une cause ou une conséquence. C'est-à-dire que le fait d'être mal dans sa peau parce qu'on a grossi peut entraîner un état dépressif. D'autant que la prise de poids entraîne également une inflammation globale dans le corps. Or, dans la dépression, il y a un problème d'inflammation au niveau du cerveau. Donc ça peut être lié par rapport à ça, mais en même temps, le fait d'avoir une dépression fait qu'on a moins envie de bouger, fait également que très souvent on va chercher du réconfort dans l'alimentation et donc peut aussi occasionner une prise de poids. Donc ça peut être un petit peu un cercle vicieux entre les deux. Et donc dans la cure, est-ce qu'il y a un aspect de conseil psychologique également? Alors oui, tout à fait. L'ensemble de l'équipe du centre nutritionnel a été formé par une équipe de psychologues et de psychiatres pour éveiller justement la conscience des gens à cet aspect psychologique du comportement alimentaire et de la prise de poids. Donc on a créé des conférences, des ateliers sur ce sujet. Il y a également une psychologue qui exerce en libéral dans la station thermale pour recevoir les patients qui le souhaitent en entretien. Vous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec tous les restaurateurs, tous les cuisiniers du village de Bride-les-Bains, et que vous leur donnez des conseils. Est-ce que les gens sont parfois tentés d'acheter des barres chocolatées ou une bouteille de vin et de ne pas suivre leur régime, parce que c'est un régime pendant cette cure ou pas, où ils n'ont pas du tout de tentation à Bride? Alors, ça dépend. Il y a des personnes qui viennent en pension complète diététique. Donc, ça veut dire qu'ils logent dans l'un des hôtels de Bride. Or, tous les hôtels adhèrent à ce que l'on appelle le label Bride diététique, qui est un label qui est porté par l'Office du tourisme et la mairie. Et dans le comité de pilotage, il y a donc les diététiciennes de la station, les hôteliers également, et puis un chef de cuisine qui tourne à chaque fois. Et l'objectif, c'est d'harmoniser la prestation diététique. Et là encore, ils ont un rôle aussi de modèle pour montrer aux gens que manger diététique, c'est pas manger triste et c'est pas s'affamer non plus. Donc pour eux, tout est cadré. Tout à fait. Et donc pour eux, tout est cadré, du matin jusqu'au soir.
Pour les personnes qui logent en meublé ou chez eux, dans ce cas-là, dans un document qu'on appelle le passeport santé, qui est remis par le médecin thermal à l'arrivée, il y a des plans alimentaires, donc qui leur donnent des repères quantitatifs pour chacun des repas. Et on a établi aussi une trame de menu pour 3 semaines, avec des petites recettes, avec également une liste de courses, pour les aider à concocter eux-mêmes leur repas équilibré, et que ça puisse aussi leur servir de modèle pour la suite, pour chez eux, et donc pour éviter justement les tentations multiples. Ceci étant, on reste dans un village avec des magasins, etc. Donc s'ils le souhaitent, ils peuvent acheter autre chose, bien sûr. Mais je dirais que ce n'est pas grave parce que de toute façon, n'importe quoi, n'importe quel aliment peut entrer dans un équilibre alimentaire, du moment que c'est raisonné en termes de quantité et puis en termes de fréquence également. Combien coûte une cure ? Alors, c'est difficile à dire parce que ça dépend du type de forfait pris en charge par la sécurité sociale. Je veux dire hors sécurité sociale. Hors sécurité sociale, donc ça veut dire pour toute la partie hébergement, nourriture, et puis donc la partie non prise en charge par la sécurité sociale, il faut compter entre 1 200, 1 500, 1 800 euros. Pour 3 semaines. Pour 3 semaines de cure. Ah, pour 3 semaines. Oui, pour 3 semaines. Et la sécurité sociale prend en charge 65% des soins, plus la cure de boisson, plus les 3 visites chez le médecin thermal. Donc, Cure en de fait, boisson thermale, bien sûr. Hein. Tout à fait. Oui, oui, la cure d'eau thermale, oui, tout à fait, en boisson. Donc en fait, qu'est-ce qui reste à la charge de l'assuré social ? Alors, son logement. Oui. La partie donc, non prise en charge par la sécurité sociale du forfait thermal, c'est-à-dire 35%, donc, qui généralement est pris en charge par les mutuelles. Et puis donc, la nourriture également. Il faut venir 1 fois par an, 2 fois par an ou qu'est-ce que vous recommandez ? La sécurité sociale ne prend en charge qu'une seule cure thermale pour la même orientation thérapeutique par année civile. Mais 3 fois, 3 années de suite. Pas forcément. Pas forcément. En fait, après, le nombre de fois où la personne va venir en cure thermale dépend de ce que le médecin traitant de la personne considère comme étant bon pour son patient. Donc il y a des personnes qui reviennent chaque année, il y a des personnes qui ne viennent qu'une fois. Ça dépend vraiment de la façon dont la personne après va évoluer pendant l'année et de ce que le médecin estime être bon pour elle. Et est-ce que vous voyez beaucoup de personnes qui viennent en cure thermale et qui repartent avec plein de recettes, avec plein de bonnes habitudes, et l'année d'après, quand ils reviennent, ils ont à nouveau tout perdu, ou bien vraiment ils arrivent à changer leur comportement. Comment vous voyez un peu les personnes qui reviennent chez vous tous les ans, enfin quels sont-ils leurs profils ? Je dirais qu'on a un petit peu de tout type de profil. Une chose est sûre, c'est que le fait de venir en cure, même si les personnes n'arrivent pas forcément à changer leurs habitudes après chez eux pour continuer l'amaigrissement, au moins ça leur permet de stopper la prise de poids. Parce que l'excès de poids, c'est une maladie chronique. Ça veut dire que si on ne fait rien, elle va évoluer inexorablement à la hausse. Et donc, même pour ceux pour lesquels c'est le plus difficile, de toute manière, quand ils reviennent, ça leur permet au moins de stopper cette évolution. Et après, donc, on a des personnes qui vont soit perdre du poids par palier d'année en année, c'est-à-dire qu'ils perdent du poids pendant leur cure. Ensuite, ils vont stabiliser cette perte de poids, mais sans continuer à en perdre chez eux. Et donc, quand ils reviennent l'année d'après, ils vont passer encore un palier. Et donc, ça leur fait une descente comme ça en escalier. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment une amorce qui leur donne la motivation et puis tous les outils pour continuer. Et là, ils auront une perte qui va être beaucoup plus linéaire tout au long de l'année. Donc, il y a un petit peu de tous les cas de figure, en fait. Et est-ce que sur place, vous organisez aussi, ou est organisé par la municipalité, des distractions pour les curistes ? Il se passe quelque chose ou c'est plutôt... le grand calme. Alors oui, l'Office du tourisme est très actif. C'est-à-dire que nous, au sein des thermes, donc il y a les soins thermaux, il y a le centre nutritionnel avec les ateliers, les conférences, les entretiens individuels. Il y a aussi un espace d'activité physique avec des cours collectifs, des appareils de cardio-training, etc. Et dans la station, il va y avoir de multiples animations. Donc là, ils vont retrouver des randonnées, par exemple, donc à différents niveaux en fonction de ce que les personnes peuvent faire. Il va y avoir aussi des animations beaucoup plus ludiques. Ils organisent par exemple des balles. Ils vont organiser aussi des concours, que ce soit des concours de jeux de cartes ou n'importe. Ils organisent aussi des excursions dans les villes alentours, Annecy, Chambéry, etc. Et puis, ils vont aussi avoir des prestataires extérieurs qui vont intervenir pour faire différents ateliers. Par exemple, sur le rôle des huiles essentielles, sur la cohérence cardiaque. Enfin, voilà. Après, il y a énormément d'activités qui sont proposées, oui. Et c'est ouvert toute l'année ? Alors, la saison thermale, c'est de fin mars à début novembre. Donc là, on a ouvert le 28 mars et on ferme le 5 novembre.
Sinon, qu'est-ce que vous donneriez à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui sont un peu en surpoids comme conseil pour pouvoir justement arrêter de grossir et arrêter d'avoir les risques associés qui, on le sait, sont les risques cardiovasculaires et le diabète? Alors déjà, le premier grand principe, c'est de ne surtout pas faire de régime, c'est-à-dire tout ce qu'on peut lire dans les magazines ou voir un petit peu partout, et de se plaquer un régime comme ça. Parce que là, on va nécessairement avoir ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une fonte musculaire, parce que ce ne sera pas des besoins, enfin, ce qu'on va apporter ne sera pas du tout adapté aux besoins de notre corps. Et surtout, ce ne sont jamais des solutions pérennes, parce que justement, on n'a pas réglé ce qui a causé la prise de poids. Donc déjà, ça c'est vraiment le premier des principes. Deuxième principe, ne jamais de faire de coupe sombre dans les familles d'aliments, c'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer une famille d'aliments ou une autre. On ne supprime pas le pain, on ne supprime pas les... Exactement, d'accord. parce que là encore, ce n'est pas quelque chose qui est tenable à long terme. En fait, le premier grand principe quand on veut maigrir, c'est déjà donc trouver les causes. Pourquoi on a pris du poids. Et quand on a identifié quelque chose qui est à changer dans nos habitudes, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, du mode de vie, des émotions, etc., eh bien, on va se fixer un objectif, se dire, voilà, je vais changer telle ou telle chose. Mais la première des questions à se poser à ce moment-là, ce sera là ce que je veux changer. Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir faire toute ma vie? Si la réponse est non, ça veut dire que ce n'est pas le bon objectif, qu'il faut revoir l'objectif un petit peu à la baisse pour que ce soit tenable. C'est comme ça qu'on entretient en fait une motivation parce que c'est quelque chose qui est positif. Un exemple qui est assez frappant, souvent lorsque les gens viennent, donc ils font très peu d'activité physique chez eux, et ils commencent à mettre en place une activité physique quand ils viennent à Bride. Et ils voient que ça leur plaît, qu'ils retrouvent confiance dans leur capacité physique, et donc ça leur donne envie de continuer. Et ils repartent plein de bonnes intentions, de bonne volonté, en disant maintenant je vais faire de l'activité physique tous les jours chez moi. Quand ils me disent ça, moi, en consultation, je dis bon d'accord, ok, pas de souci. Je dis maintenant, est-ce que vous pensez que vous allez toujours, tous les jours, pouvoir faire de l'activité physique? Par exemple, si vous choisissez la marche, quand il pleut, est-ce que vous allez y aller? Ah bah non. Et si vous gardez, par exemple, vos enfants ou vos petits-enfants, est-ce qu'il n'y a pas certains jours où vous n'allez pas pouvoir y aller? Ah ben si, effectivement. Je dis donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous vous donniez comme fréquence tous les jours. Peut-être que le mieux, ce serait de vous dire, je vais faire une activité physique 2 fois dans la semaine, parce que ça, c'est réalisable pour tout le monde. Et après, si les périodes où vous pouvez en faire plus, très bien, vous allez en faire plus, mais ce sera du bonus. Et ça, c'est quelque chose qui nous met en valeur et donc qui va permettre d'entretenir la motivation. Alors que dans le sens inverse, on va avoir tendance à se dévaloriser. Ouais, j'avais dit que je le ferais, puis je suis nulle, j'y arrive pas. On culpabilise et on laisse tout tomber. Et on remange. Donc ça, c'est vraiment le principe de base quand on veut changer ses habitudes sur le long terme. Quelles sont les raisons profondes de l'augmentation des cas d'obésité, de surpoids, non seulement en France, mais dans le monde, sachant que cette obésité, ce surpoids, ce n'est pas simplement une question esthétique, c'est surtout une question de santé, puisque ça provoque des maladies très sérieuses. Pourquoi, fondamentalement, le nombre d'obèses passe, par exemple aux États-Unis, de 60% de la population, alors qu'en France, c'est 30%, mais ça monte. Pourquoi? Alors, en fait, l'obésité, c'est vraiment une maladie qui est multifactorielle. On ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais pour autant, on a déjà identifié beaucoup de paramètres. Il y a déjà en premier lieu la génétique. Donc, les obésités monogéniques, c'est-à-dire une mutation sur un gène, c'est relativement rare. Par contre, il y a énormément d'obésité qui sont polygéniques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des prédispositions génétiques à la prise de poids. Ce qui fait que dans un environnement obésogène, par exemple un environnement où on est très sédentaire, où on a une surabondance au niveau de l'alimentation, certains vont prendre du poids plus facilement que d'autres. Et il y a déjà 800 ce qu'on appelle des loci, c'est-à-dire 800 endroits en fait, dans les chromosomes, sur l'ADN, qui ont été identifiés comme étant des facteurs de prédisposition à la prise de poids. Après, il y a également ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est lorsque les gènes, donc eux-mêmes, ils restent tels qu'ils sont, mais ils vont s'exprimer ou pas en fonction de facteurs extérieurs, et notamment des choses qui se passent autour, donc en périnatalité, c'est-à-dire pendant la grossesse, ou juste après l'accouchement, ou dans les 2 premières années. Et là, on peut avoir des éléments environnementaux, comme les perturbateurs endocriniens, par exemple, mais vont aussi intervenir l'alimentation de la maman pendant la grossesse, par exemple, si elle a été privée de nourriture, si elle a subi une période de famine ou des choses comme ça. L'enfant aura plus de risques de prendre du poids après.
Et si, au contraire, elle a pris trop de poids pendant sa grossesse, ben c'est pareil, ça va déclencher aussi l'expression de certains gènes qui vont faire que l'enfant va prendre plus de poids, enfin va plus risquer de prendre du poids après. Il y a le tabagisme également. Donc vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui vont pouvoir modifier l'expression des gènes. Ensuite, il y a tout l'environnement dans lequel on vit. Alors, pas tellement par rapport à l'offre alimentaire qui est autour de l'endroit où on vit. Ça, il n'y a pas vraiment de lien, tout simplement parce qu'il est très rare que les gens ne fassent leurs courses que là où ils vivent. Ça va dépendre de là où ils vont se balader, de là où ils travaillent, etc. Mais par contre, l'environnement construit. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut marcher dans notre environnement ou pas ? Ou est-ce qu'on se sent en insécurité et donc on ne va pas aller marcher, des choses comme ça. Ça, par contre, il y a un lien vraiment très important. Après, il y a également tout ce qui est activité physique. Et on sait qu'on est dans une société où justement on a tendance à se sédentariser de plus en plus. Rien qu'en France, mais c'est le cas en fait dans la plupart des pays industrialisés, on a grosso modo les 3/4 des personnes qui travaillent, en fait, qui ont un travail qui est sédentaire. Avec le confinement, le télétravail, Encore plus, pas ça les n'a choses. rien arrangé, ça c'est sûr. Donc ça joue aussi énormément. Ensuite, il y a tout ce qui est offre alimentaire. Donc plus on va avoir une variété dans l'offre alimentaire, moins les gens vont pouvoir s'y retrouver. Et puis, on a naturellement tendance à aller vers des aliments qui vont être très denses au niveau énergétique. Par exemple? Par exemple, vous parliez tout à l'heure des barres chocolatées. Ouais. Voilà, par exemple. Ça peut être ça peut être tous les produits frits aussi, parce qu'ils vont être imbibés d'à peu près 20% de matière grasse. Voilà, donc ce genre d'aliments-là. Les pâtisseries, etc. Très sucré également. Tout à fait. Et on vous disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire de régime et pas supprimer d'aliments, mais est-ce qu'on peut dissocier les aliments, c'est un peu la grande mode en ce moment, c'est-à-dire ne pas les prendre ensemble ou les prendre à des moments différents de la journée. Est-ce que c'est quelque chose qui agit sur le poids ou pas ? Non. En fait, ce qui agit vraiment sur le poids, c'est la globalité de ce que l'on mange et donc l'apport énergétique global. Par contre, là où il faut faire attention dans les associations d'aliments, c'est de ne pas répéter la même famille d'aliments. Par exemple, si on mange des pâtes et que dans le même repas on mange du pain, on a toutes les chances d'avoir un apport en féculents qui est trop important. Si on mange du poisson ou une charcuterie en entrée et qu'on remange encore de la viande ou du poisson après, c'est pareil, ça fait doublon. Vous voyez ce genre de choses. Si on mange un fruit en entrée, par exemple un pamplemousse ou du melon, et qu'on remange encore un fruit en dessert, c'est pareil, ça fait doublon aussi. Donc c'est plutôt ce genre d'association-là où il faut faire attention. Ou alors si on cumule 2 aliments dans lesquels il y a beaucoup de matière grasse dans le même repas. Par exemple, on mange des frites puis on mange une mousse au chocolat en dessert. Est-ce que vous recommanderiez d'être végétarien ou végane ? Alors végane, non, parce que l'homme est omnivore. Et là, on supprime tout un pan justement de l'alimentation. Donc ça, en fait, l'homme ne peut pas vivre de cette façon. Il aura forcément des carences. Ça nécessitera après de prendre des compléments alimentaires qui n'auront pas forcément la même assimilation dans le corps que les aliments. Après, être végétarien, on peut équilibrer l'alimentation végétarienne. Il y a juste un nutriment qu'on n'aura jamais en quantité suffisante, c'est les acides gras oméga 3 à longue chaîne, ce qu'on appelle l'EPA et le DHA, tout simplement parce qu'ils ne sont présents que dans les œufs en petite quantité pour l'EPA et que dans les poissons gras pour le DHA. Donc si on est strictement végétarien, c'est-à-dire uniquement produits laitiers et œufs, plus les aliments végétaux, on n'aura jamais de poisson, donc on sera toujours carencé en acides gras oméga 3 à longue chaîne. Pour tout le reste, on arrive à équilibrer pour peu qu'on fasse attention et qu'on connaisse les grands principes de l'alimentation végétarienne. Par contre, réduire la consommation de viande, ça c'est quelque chose qui peut être bon pour la santé et pour l'environnement. Et pour l'environnement, oui. Et la planète, en effet. Tout à fait. La planète. Sinon, si on est en carence de vitamines, comment on peut faire pour les réintroduire par exemple, vous parliez effectivement des gens qui étaient végétariens, donc peut-être qu'ils peuvent prendre des compléments alimentaires, mais si on n'est pas végétarien, si on mange de tout, qu'est-ce qu'il faut privilégier pour garder les vitamines? Donc on a vu le poisson gras, mais les autres vitamines, qu'est-ce qu'on peut conseiller brièvement, parce que Santé Plus, la seule émission qui fait maigrir, doit se terminer dans 1 minute. Alors, en fait, ça dépend de quelles vitamines on parle, parce que chaque famille d'aliments va contenir des vitamines différentes. Mais des précautions, par contre, que l'on peut prendre, par exemple, tout ce qui est fruits et légumes. Donc, pour les fruits, les manger plutôt crus, parce qu'en plus, il y a plus de fibres, etc. Et quand on fait cuire les légumes, plutôt les cuire à la vapeur. Ça fait des cuissons courtes et ça permet de garder un maximum de vitamines. Dans les féculents, privilégier tout ce qui est céréales complètes, par exemple riz complet, pâtes complètes, parce que c'est dans les enveloppes que l'on va trouver un maximum de vitamines du groupe B.
Voilà, c'est plus ce genre de choses-là qu'on va, voilà, à quoi on va veiller. Donc merci Nathalie Négro pour tous ces conseils d'alimentation santé. Et merci à vous tous. On se retrouve très bientôt pour une émission Santé Plus sur Télé Sud.